Ça fait Ouais. vraiment plaisir. Et puis bon, je pense que là, c'est vraiment, vous allez la découvrir. C'est une personne extraordinaire, très dynamique. Euh, je vais te laisser la parole pour te présenter après ce mot de bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. Donc, sur la chaîne Enoni School, c'est la rentrée, c'est la reprise donc des podcasts. J'avais pris une petite pause pendant quelques mois parce que je cherchais une pépite, donc une femme data scientist qui évolue donc dans le domaine et qui pourrait partager un peu son expérience. Et j'ai trouvé à Paris cette pépite. J'ai beaucoup cherché à Montréal, mais finalement, c'est à Paris que je l'ai trouvé et qui a bien voulu partager avec nous son expérience et son parcours. Donc, elle s'appelle Natacha. Et Natacha, je suis très, très content de t'avoir. Bienvenue sur la chaîne. Merci, Ekwe. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être sur cette chaîne pour partager mon expérience avec tes abonnés. Voilà. Super, ben, Merci. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait Ouais. vraiment plaisir. Et puis bon, je pense que là, c'est vraiment, vous allez la découvrir. C'est une personne extraordinaire, très dynamique. Euh, je vais te laisser la parole pour te présenter après ce mot de bienvenue. Ok. Qui est Natacha? D'où viens-tu? Comment ça se fait que sur LinkedIn, on te voit partout avec plein de publications, tu nous alimentes avec des connaissances. Parle-nous un peu de toi, Natacha. Parle-nous de toi. D'accord. Bon, rapidement, moi, c'est évident, c'est Natacha Njongwa Yebga. Je viens du Cameroun, en fait, je suis nationalité camerounaise. Et actuellement, je vis en France, ça fait bientôt 5 ans, depuis 2017. Donc, dans la vie de tous les jours, je suis data scientist. Plus précisément, je travaille dans des institutions financières, dans des banques. Bon, ça fait déjà 3 ans que je travaille dans des banques. J'ai fait Société Générale, j'ai un peu fait de conseil et actuellement, je suis chez HSBC en tant qu'analyste quantitatif. Donc, voilà globalement qui je suis. Comme parcours académique, j'ai un parcours plutôt classique parce que j'ai fait un baccalauréat C d'un petit lycée, un petit lycée, c'est un grand lycée en fait. Le lycée, mais non, c'est un grand lycée. Pourquoi grand petit? Un grand lycée, Ouais, un vas-y. grand lycée, ouais, lycée. En fait, il m'a dit petit, il m'a dit, mais non, mais c'est un grand lycée. À lycée de Mendon à Yaoundé. Donc, après le bac, j'aimais beaucoup les mathématiques. Et j'ai intégré ce qu'on appelle les classes scientifiques spéciales de l'école normale. En fait, c'est une espèce d'école où on vous forme pendant 1 an pour pouvoir préparer les grands concours dans des écoles d'ingénieurs, etc. Donc, arrivé à l'école normale en 2013, j'ai préparé le concours de l'ICIA. En fait, l'ICIA, c'est l'une des plus grandes écoles de statistiques dans la sous-région Afrique centrale. Donc, ça fait partie d'un grand réseau d'écoles de statistiques. Donc, j'ai fait l'ICIA en 2013 pendant 4 ans. Donc, je suis sortie ingénieur d'application de la statistique. Ensuite, j'ai intégré en la France parce que j'étais très intéressée par le monde de la finance. J'ai fait ici à l'ENSAI une grande école aussi, c'est l'ENSAI, l'École nationale de statistique et d'analyse d'information. Donc, voilà qui je suis. Je suis tout simplement data scientist qui travaille depuis 3 ans dans la finance. Pour résumer, c'est ça, Natasha Djongwa. Mais écoute, un très, très beau parcours, passionné de statistiques, experte. Elle connaît son sujet, là. C'est moi, je m'amuse sur ma chaîne, je fais des choses, mais là, Natacha, ce qu'elle fait, nous fait vraiment nous poser des questions existentielles sur comment est-ce que les statistiques, les termes, vulgarisation donc de la statistique. Euh, Parle-nous un peu de ta présence un peu sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je t'ai découvert, comme je t'ai dit là, c'est comme si on se connaît depuis des années, mais Ouais. c'est parce que je t'ai observé sur LinkedIn, sur YouTube avec le coin Stats. Ouais. Parle-nous un peu de comment tu arrives sur les réseaux sociaux. Ah, comment j'arrive sur les réseaux sociaux? Bon, en fait, déjà, premier élément, c'est que, en général,
il y a un élément que je voulais travailler en moi, en fait, c'était ma capacité de communication. Donc, c'était le premier point. Je voulais absolument apprendre à communiquer parce que je pense qu'en tant que professionnel, c'est important, c'est bien de connaître la technique, c'est bien de connaître les mathématiques, c'est bien de connaître toute la théorie derrière, mais c'est aussi bien de savoir vulgariser, de savoir transmettre cela à d'autres personnes qui n'ont pas fait le même parcours que toi ou bien à d'autres personnes qui s'intéressent au métier, même discuter avec tes managers, à pouvoir donner le terme théorique approprié pour qu'ils comprennent. Donc ça, c'est le premier point. Donc, apprendre à communiquer, apprendre à partager mes connaissances. Deuxième point aussi, c'est que de façon naturelle, j'aime bien partager parce que je pense que quand tu partages, toi aussi, tu grandis. En fait, c'est un peu, Exactement. non seulement tu apprends, mais tu apportes de la valeur aux autres. Ça, c'est la deuxième raison. Exactement. Donc, quand j'apprends, vous apprenez avec moi et c'est comme ça qu'ensemble, on grandit. Ça, c'était la deuxième raison. Donc, j'ai je vais donc décider pour toutes ces raisons-là, pour vouloir partager, pour développer mes capacités à communiquer et aussi faire intéresser davantage de personnes dans la data parce qu'il n'y en a pas beaucoup de chaînes qui parlent de data science. Donc, c'est tout ça qui m'a poussé à d'abord faire une vidéo YouTube parce que LinkedIn, au départ, mon objectif, c'était vraiment créer la chaîne YouTube que vous voyez à le coin stat. Euh, Ensuite, j'ai fait le premier post sur LinkedIn pour pouvoir promouvoir une de mes vidéos où je parlais justement d'un élément central en statistique qui était la p-valeur. Donc, quand je fais ce post-là, je vois l'impact que le post a. Je fais, ah ouais, c'est comme ça que je me mets à publier aussi sur LinkedIn. En fait, au départ, je voulais uniquement faire YouTube. J'ai commencé à faire LinkedIn parce que, YouTube, ça prend beaucoup plus de temps, en fait. Alors que LinkedIn, c'est différent. Le type de format que je partage sur les différents réseaux n'est pas le même. Sur YouTube, ce sont des vidéos bien préparées, bien structurées, on va en profondeur, en fait. Et sur LinkedIn, je partage également des sujets qui sont intéressants lorsqu'on est data scientist. Je fais des rappels parce qu'il y a beaucoup, il y a les sujets que j'aime bien, notamment R, Python. Tu vois, il y a souvent des débats que je trouve qui ne sont pas forcément très pertinents qu'on remet tout le temps sur sur la toile. Donc, c'est important de venir rappeler qu'en fait, ce n'est pas c'est pas l'élément essentiel. Il faut se rappeler que avant tout, avant de programmer sous Python, sous R, il y a la théorie derrière qu'il faut maîtriser. Donc, c'est comme ça, c'est ça, Nata, c'est ça l'objectif de toute cette publication, partager, partager. Parce que c'est comme ça qu'on grandit ensemble, en fait. Voilà. Mais écoute, moi j'adore, j'adore. Donc, si vous suivez la vidéo sur ma chaîne YouTube, moi je vous dis, allez vous donc suivre Natacha sur LinkedIn. Mhm. Elle accepte tout le monde, il n'y a pas de discrimination. Donc, vous la suivez, vous vous connectez, vous avez des questions. Elle maîtrise ces sujets, Ouais. maîtrise vraiment les sujets. Et sur la chaîne Et YouTube aussi, elle vient juste de commencer, mais le contenu est extraordinaire. Vous pouvez voir le nombre de vues qu'elle a dès qu'elle poste une vidéo. C'est des centaines de vues. Donc, allez vous abonner donc ouais. à sa chaîne. Moi, j'apprends parce que le volet théorique est très important. C'est-à-dire que avant Mhm. d'aborder ces sujets-là, avant de rentrer dans le monde professionnel, il Mhm. faut comprendre de quoi on parle. C'est Exactement. moi, par exemple, j'ai une formation en ingénierie financière, Mhm. j'ai une formation en finance de marché, je suis tombé dans le métier des données comme par hasard, Ah ouais. mais ça m'a vraiment poussé à retourner à l'université. Donc, je suis en train de faire des études en data science, en data analytics à l'université ici à Montréal de McGill. Mhm. Et comme tu l'as dit tantôt, au fait, moi aussi, j'ai vraiment commencé ma chaîne pour pouvoir partager, communiquer, Mhm. partager, parce que il m'arrivait donc de me retrouver donc à des séances de présentation de projets en data science, d'assister à des événements où je voyais que le niveau de communication était trop élevé pour quelqu'un qui n'était pas du domaine. Et Ouais. comment faire pour pouvoir attirer le monde, c'est vraiment de rendre le sujet très basique, même si le sujet est complexe, mais de le rendre accessible pour que tout le monde puisse y accéder. Et moi aussi, j'apprends. C'est Exactement. quand je discute avec toi, j'apprends. Tous ceux avec qui j'ai eu à discuter, j'ai beaucoup appris. Donc, c'est pourquoi je continue, parce que ça fait partie, ma chaîne YouTube fait partie de mon processus d'apprentissage finalement, tu vois. C'est Exactement. stratégique. En C'est fait, stratégique. je partage le même point de vue que toi sur ce point-là. C'est vrai qu'il y a cet aspect où tu aides des personnes, mais toi aussi, ça t'aide en fait. Non Exactement. seulement parce que
Je me suis rendu compte que parfois, tu penses connaître des notions, tu penses les maîtriser, bon, tu les connais parce que tu les appliques au quotidien. Mais maintenant, quand arrive qu'il faut que tu partages cela à quelqu'un, c'est où tu te rends compte qu'il y a des éléments que toi-même, tu n'avais pas encore bien intégrés. Et Exactement. tu es obligé de creuser il faut que tu te rassures que ce soit fluide parce que si ce n'est pas clair, c'est avec que toi-même tu ne comprends pas. Donc, c'est ça l'intérêt de partager. Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose de partager. Que ceux qui nous suivent, n'hésitent pas s'ils ont des trucs. Partager, il faut pas. En fait, la peur qu'on a souvent, c'est de se dire qu'on n'est pas expert dans le domaine, on ne connaît pas Exactement. grand-chose. Mais justement, c'est à force de partager Le qu'on découvre. syndrome de l'imposteur, on appelle ça. Le Ouais. syndrome de l'imposteur. Mhm. Est-ce que j'ai le droit ou bien est-ce que je suis assez compétent pour pouvoir partager cette information? Est-ce que Mhm. mais non, partage. Et puis, si c'est pas juste, c'est ça aussi l'agilité. C'est Ouais, ça l'agilité, c'est que tu apprends en faisant des erreurs. Comme exactement. on dit chez nous, un enfant qui veut apprendre à marcher, il faut qu'il tombe, il faut Exact. que donc, si tu veux devenir le grand gourou du data science avant de partager le peu avec tes frères, ben, tu vas jamais finir parce qu'il y a beaucoup à apprendre et Ouais. ça ne finit jamais. En Ouais, fait, pour rebondir sur ce que dit, on n'est jamais expert, en fait. exactement. Si tu te crois expert, ça veut dire que tu n'as encore rien compris parce qu'on n'est jamais expert. Exactement. Parce que à chaque fois que tu comprends quelque chose, il y a toujours quelque chose de plus qu'il faut comprendre, Exactement. progresser, progresser. Exactement. Et c'est progressif, quoi. Et Exactement. c'est, voilà, globalement, l'intérêt de la chaîne YouTube. Donc, moi aussi, j'ai grandi avec vous et je partage. Et je suis plus active sur LinkedIn. Par LinkedIn, je publie pratiquement 3 fois par semaine au moins. Je fais l'effort de publier 3 fois par semaine. Donc. Et les sujets sont toujours aussi précis. Voilà, c'est ça. Ben, je vais partager les liens donc, de Natacha en bas de la vidéo, les liens LinkedIn, les liens de sa chaîne YouTube. Allez vous abonner, allez lui donner de la force. Natacha, je vais te poser une question. Oui. C'est quoi concrètement ton métier? J'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne, mais à chaque fois, j'ai des réponses qui viennent compléter des réponses que j'ai déjà entendues. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ce métier-là de data science, analyse quantitatif? Qu'est-ce que tu fais à HSBC sans indiscrétion? OK. Bon, avant de parler peut-être de ce que je fais, je vais parler un peu de c'est quoi la data science parce que c'est une question qui revient toujours. C'est ça. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet justement. En fait, data science, littéralement, pour moi, c'est science des données. Bon, c'est banal, c'est-à-dire c'est la science qui permet. C'est une science en fait où on analyse des données. Ça, c'est basique en fait. Mais pour moi, le data scientist, c'est ce professionnel-là qui est capable de ressortir l'information pertinente à partir des données qu'il a. Et pour pouvoir ressortir, tu vois, il y a plusieurs, dans ressortir l'information plus pertinente, il y a beaucoup de métiers, il y a data analyst, il y a data engineer. Donc, c'est pouvoir ressortir l'information pertinente qui va aider l'entreprise à scaler son business de façon grosso modo, c'est ça. Et pour pouvoir ressortir l'information pertinente, qu'est-ce que le data scientist utilise? Étudier des mathématiques, étudier des statistiques, étudier de la programmation. Il a aussi cette compétence métier parce que on n'analyse pas des données juste comme ça, en fait. Il y a un but précis, il y a un métier derrière. Et donc, il a ce pouvoir d'analyser les données pour pouvoir aider le business à prendre ses décisions en utilisant les outils mathématiques, statistiques et aussi un peu de connaissances métiers. Maintenant que c'est dit, maintenant si je prends je prends mon exemple à moi, je suis au sein de la banque, parce que le métier de data scientist, ça s'applique partout, partout. C'est vraiment l'un des métiers aujourd'hui qui est transversal. C'est la force de ce métier parce que peu importe le secteur d'activité dans lequel tu vas trouver une application de la data. Peu importe le secteur d'activité, tu vois. Si on prend par exemple dans les télécoms, ils ont besoin de data scientists parce que pour pouvoir, par exemple, Exactement. regarder le churn, en fait, les clients qui quittent les entreprises de télécom, on change de numéro constamment. Il faut qu'ils prédisent, par exemple, cette activité de churn des clients, c'est-à-dire le départ des clients. Lorsqu'on Exactement. fait une nouvelle offre commerciale dans une entreprise, on a besoin de savoir à quel client cette offre va correspondre. C'est ce qu'on appelle des scores d'appétence. Et ce sont des outils de data scientists qui sont appliqués dans le marketing. Maintenant, si je viens en santé, on a tous vécu le Covid, en fait. Lorsqu'il y a une nouvelle maladie, il faut déterminer un nouveau vaccin. Comment est-ce qu'on détermine l'efficacité de ce vaccin-là? Il y a pas mal de tests randomisés qui sont effectués. Et c'est avec les outils statistiques, c'est avec les notions de data science qu'on réalise ça. Donc, je dis tout ça pour dire qu'en fait, l'analyse de données
permet de répondre à une problématique business. Et en fonction du métier, on n'a pas forcément les mêmes outils, on n'utilise pas forcément les mêmes outils et ce n'est pas forcément les mêmes problématiques. La façon d'aborder le sujet n'est pas exactement le même. Maintenant, si je reviens sur moi, Natacha Njongwa, je suis data scientist au sein d'HSBC, je suis à la direction des risques. Mon rôle central à la direction des risques, c'est d'aider la banque à gérer efficacement son risque de crédit. Donc, mon application, c'est le risque de crédit de la banque. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, la banque, vraiment son activité, vous le savez, c'est récupérer l'argent auprès de ceux qui l'ont. Donc, peut-être vous et moi, on a tous nos comptes en banque, des comptes à vue. La banque récupère l'argent. L'argent ne va pas rester juste comme ça parce que ce n'est pas rentable. Elle ne va pas garder votre argent sans rien faire avec. Non, Jamais. ce n'est pas rentable pour... Non, la banque veut faire de l'argent avec ton argent. Donc, Exactement. Et du coup, comme vous avez mis votre argent, il faut bien qu'elle la place. Il y a spam, lorsque tu lances un business, tu as souvent besoin d'un prêt. C'est sur cet argent que la banque récupère pour accorder le prêt, que ce soit pour construire une maison, il y a des prêts immobiliers. Donc, la banque récupère les fonds que d'autres personnes lui ont donnés pour pouvoir financer l'activité d'autres personnes. Et cette activité de financement-là génère un risque qu'on appelle le risque de crédit. Il y a le risque que celui qui a récupéré l'argent pour pouvoir financer son business, pour pouvoir construire sa maison, pour pouvoir acheter sa voiture, ne rembourse pas à temps. Alors que toi, de ce côté, tu as besoin de récupérer ton argent. Donc, il faut que la banque régule efficacement cette activité d'octroi de crédit. Il faut qu'elle se rassure que lorsqu'un client vient prendre l'argent, il sera en mesure de rembourser pour éviter qu'il y ait un risque de crédit. Parce que les banques, c'est vraiment systémique. Vous avez vu la crise économique de 2008. C'est tout le système économique qui est en danger. Donc, c'est vraiment ça le cœur de l'activité, le risque de crédit de la banque. Donc, maintenant que c'est dit, mon rôle, c'est justement de modéliser cette probabilité de défaut d'un client. Donc, lorsqu'un client vient prendre un crédit, quelles sont les chances qu'il ne rembourse pas ce crédit-là? Donc, j'utilise les données, j'utilise le profil des clients. Enfin, moi, je travaille plus sur les entreprises, en fait, parce que les entreprises prennent pour se créer sur les entreprises. On peut regarder la santé financière de l'entreprise. On peut regarder un peu depuis quand l'entreprise est en relation avec la banque, parce que plus la relation est solide entre l'entreprise et la banque, il y a plus de chances que l'entreprise en fait rembourse son crédit parce qu'on la connaît, on a bien étudié. Donc, il y a ce genre d'informations que je récupère pour pouvoir déterminer cette probabilité de défaut ou bien cette chance de défaut. Maintenant, ce modèle que je construis, j'utilise bien sûr les mathématiques, les statistiques. Je fais beaucoup de modélisation, Python, R, tout ça. Tout ça permet de calculer un indicateur central clé pour la banque qu'on appelle les RWA, Risk Weight Assessed. En fait, c'est un peu une part des fonds propres que la banque doit garder au cas où un risque grave arrive à moyen terme, quoi. Donc, il y a un coussin de sécurité que la banque doit mettre de côté. Donc, tous les modèles que je développe doivent servir à la banque à déterminer ce coussin de sécurité qui est plutôt réglementaire. Ici, en Europe, on a ce qu'on appelle la Banque centrale européenne. C'est elle qui est un peu le garant qui contrôle, parce que, comme je dis, le système bancaire est très réglementé. Donc, il y a la Banque centrale européenne ici en Europe qui pilote un peu, qui se rassure que le coussin de sécurité est satisfaisant, comment on dit ça? Oui, est adéquat. En fait, il y a deux risques. Je vais un peu dans les détails. Il y a deux risques. Parce que si la banque garde trop de fonds propres, je vois que en termes de business, c'est un manque à gagner pour la banque. Elle aurait pu faire de la rentabilité. Par contre, si elle ne garde pas assez, bah, c'est un risque. Exactement. Si quelqu'un vient prendre, par exemple, s'il y a un risque qui arrive, elle ne sera pas en mesure de la confronter. Donc, il faut que j'arrive à l'aide de mes modèles, donner les paramètres PD, probabilité de défaut, qui permettent de proposer le LWA qui est à la fois qui est adéquat, voilà. Et ça, c'est très suivi par la Banque centrale européenne. Et voilà, c'est ça mon métier au quotidien. Aider la banque à gérer son risque de crédit. Wow. Quand tu me parles, en fait, je suis quelqu'un qui est très euh, image. J'imagine toujours des choses, au fait, dans ma tête. Je voyais comme une équilibrée sur une corde fine. C'est au-dessus d'une montagne, avec une perche en train de marcher sur la corde. Parce que je sais que c'est très complexe de pouvoir faire cette balance plutôt venant du monde de la finance. Et mon mémoire de Master 1 au Maroc, c'était sur le risque de crédit. Donc, BAL 3, BAL 2. Donc, tout ce que tu me parles, tout ce dont tu viens de parler,
Ouais, ça vient. Et puis, juste pour dire que c'est très, très important pour les banques, ici, il y a ce qu'on appelle l'autorité des marchés financiers, l'AMF, L'AMF, oh, ici qui, aussi. Ouais. ouais, l'AMF qui s'assure aussi sur ce plan-là de voir que les banques, la réglementation en France et puis au Canada est un peu différente, mais il y a aussi ces profils-là au niveau des banques ici. Alors, si on rentre plus dans le côté technique, tu as parlé de plusieurs domaines, télécom, santé, etc. Donc, on va parler de modélisation, on va parler de modèles. Oui. Lorsque on est en train de faire de la modélisation, donc c'est la partie juteuse pour les gens qui sont très techniques, là, qui sont friands du technique, là. Lorsqu'on parle de modéliser du risque de crédit dans le domaine bancaire, dans une banque comme ça, euh, concrètement, au jour le jour, qu'est-ce que tu fais, toi, Natacha? Quels sont les modèles que tu utilises? Quels sont les outils même si les outils sont agnostiques, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment ça, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Concrètement, qu'est-ce que toi, en tant que data scientist, tu utilises comme modèle et comme outil technologique dans ton day-to-day? Ah, tous les jours, au niveau des banques ici en Europe, on utilise beaucoup, en termes d'outils, si on parlait de la technique, en termes d'outils, il y a SAS qu'on utilise beaucoup parce que ça, c'est très efficace en tout ce qui est extraction des données parce que les banques sont, comme c'est très sensible, il faut que les données soient, il faut que ce soit sécurisé. Donc, il y a Exact. SAS qu'on utilise beaucoup dans la partie extraction des données. J'utilise beaucoup aussi, bon, là, je vais commencer. Avant, j'utilisais R, Mhm. le logiciel R pour pouvoir faire mes modèles. Et actuellement, là, je vais commencer à utiliser plutôt Python parce que Mhm. beaucoup d'entreprises se mettent sous Python. Donc, c'est ça, en termes d'outils technologiques, c'est ce que utiliser. Maintenant, dans la vie de tous les jours, la vie de tous les jours, ce n'est pas développer des modèles, non. Exactement. C'est pas, en fait, dans la phase de modélisation, c'est assez vaste, en fait. Vous OK. vous expliquez un peu le processus. Il n'y a pas une journée type OK. que je peux vous donner, en fait. Je peux juste expliquer un peu le cycle du travail. Parce que Bien mon sûr. métier, c'est un métier qui est plutôt réglementaire. J'ai parlé de Banque centrale européenne, donc c'est la Mhm. réglementation qui exige à ce que les Mhm. banques calculent ce pourcent de sécurité-là. Donc, Mhm. en fonction du cycle, mes journées ne sont pas les mêmes. Mhm. Ça veut dire quoi? Mon rôle, c'est de développer des modèles. Pour développer des modèles, j'ai dit, j'utilise, par exemple, je vais prendre l'exemple de la PD. Euh, Au niveau des banques en interne, on utilise beaucoup sous la règle. Pour ceux qui connaissent, je vais aller dans la technique là, c'est la régression logistique. En fait, c'est un modèle qui te permet d'expliquer une variable binaire 0, 1 Mhm. avec d'autres variables qualitatives. Non, Pourquoi ils est-ce qu'on... connaissent. Ils Ils connaissent? OK. connaissent, ils connaissent. Non, S'ils ne connaissent pas, ils vont aller chercher régression logistique. Ouais. OK. Mais en fait, ce mode, pourquoi est-ce qu'on aime bien utiliser ce modèle-là? Parce que comme la banque est très risquée, il y a ce souci d'interprétabilité en fait. Donc, lorsque je Mhm. fais mon modèle, il faut que je sois capable de dire en fait, telle variable a tel impact sur la probabilité de défaut. Donc, Mhm. et le modèle de régression logistique est connu pour sa simplicité, son interprétabilité. Non, c'est ça le modèle de base. Maintenant, de plus en plus, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, même la BCE commence à se demander comment intégrer l'intelligence artificielle dans les modèles. On va souvent un peu plus loin. On essaie de proposer des approches un peu plus poussées, comme les forêts aléatoires, les XGBoost, pour pouvoir challenger ce modèle de base qui est stable, qui est explicable, en fait. Donc, en termes d'outils, on va faire des modèles de machines un peu plus poussés. Bon, la régression logistique, c'est machine learning. Mais je veux dire, un peu plus complexe, moins interprétable pour pouvoir challenger déjà, le modèle de régression logistique qui est celui qui est encore utilisé. Et aussi, les modèles de machine learning sont souvent utilisés dans la première phase de modélisation. Pour ceux qui savent le processus, c'est que pour faire un modèle, il y a d'abord une première phase où on cherche les données, ça c'est la première étape. Où est-ce que sont les données pertinentes? Quelle est la source de données? Deuxième étape, si j'essaie de prédire le défaut, quelles sont les variables pertinentes qui permettent d'expliquer le défaut? Et en général, on a une base de données de 500 000 variables. Et il faut Mhm. faire un choix. Et généralement, les méthodes de machine learning sont, par exemple, si tu prends les forêts aléatoires. Enfin, quand tu fais une forêt aléatoire, tu es capable de classer les variables par ordre de leur importance. Grâce à Mhm. ça, tu peux déjà avoir une idée des variables qui sont les plus importantes dans ton modèle. Donc, le machine learning dans l'univers bancaire peut être aussi utilisé comme méthode de sélection
de variables qui expliquent le mieux le phénomène que j'utilise. Donc, de façon technique, voilà les outils que j'utilise. Je pense que je me suis perdue dans mes explications, mais c'est pas Non, grave. ben en fait, tu voulais expliquer le processus. OK, Ta journée, c'est pas une journée type, c'est ce que tu OK. voulais. Et puis, tu disais que tu utilisais le modèle de régression logistique Ouais, et OK. le processus pour pouvoir. Je pense que tu voulais aller un peu pour montrer qu'il y avait des moments de reporting. OK, OK. J'imagine un peu, OK, c'est OK. un peu ça. OK, OK. Bah, du coup, je pense que je me reviens. OK, première étape. Lorsqu'on veut faire un modèle, en fait, il y a la première étape, c'est la construction du modèle. J'ai expliqué comment Mhm. on construit le modèle. Il y a les discussions Ouais. avec les métiers, il y a les discussions avec l'équipe IT, parce que l'IT, c'est eux Mhm. qui sont en charge de s'assurer de la qualité des données. Il y a discuter avec c'est dans la première partie de mon travail, ce sera ça. Discuter avec les métiers, discuter avec l'IT et développer mon modèle. À chaque fois que je développe, il y a des allers-retours avec les métiers. Bon, si on a en phase de développement, ce sera ça ma journée. Maintenant, OK. comme je suis dans un métier réglementé, il y a ce qu'on appelle en banque la deuxième ligne de défense ou bien les entités d'audit qui sont censés vérifier que le travail que j'ai réalisé respecte la réglementation, les normes baloises dont tu évoquais, respecte la Mhm. réglementation. Est-ce que sur le plan statistique, j'ai été rigoureuse? Est-ce que les méthodes que j'ai utilisées sont rigoureuses? Est-ce que j'ai bien impliqué les métiers dans le processus de modélisation? Donc, dans Mhm. cette phase-là, en fait, je vais produire à la fin de la modélisation, je vais produire une documentation. Mon équipe et Mhm. moi, bien sûr, on travaille en équipe. Euh, on produit une documentation qu'ils vont avec des codes également, que ce soit Mhm. en R, en SAS, en Python, on leur fournit les codes, on leur fournit la documentation. Ils vont lire la doc, ils vont lire le code, ils ont des questions. Donc, lorsqu'ils ont des questions, mon travail, ce sera de répondre aux questions. Bon, Mhm. c'est pas toujours aussi évident de répondre aux questions. Dans les journées, ce sera plus des réunions avec les entités validatrices. Je vais répondre à leurs questions. Une fois que c'est fini, ils vont faire un rapport, donner des obligations. Et quand ils donnent des obligations, c'est-à-dire donner des points de faiblesse du modèle, mon travail, ce sera de corriger le modèle qui a été construit pour qu'elle soit compliant d'un point de vue réglementaire. Ça, c'est une autre Mhm. partie du processus. Maintenant, il y a une Mhm. autre partie du processus. Une fois que la validation interne a validé le modèle, il y a maintenant la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui vient sur site pour elle-même vérifier que la banque a bien respecté la réglementation, l'équipe de Oula. validation a bien fait son travail, elle regarde le travail que j'ai fait, enfin, elle regarde tout le processus. Et là aussi, Mhm. ce sont des périodes qui sont assez chargées parce que on doit répondre aux questions de la BCE aussi. Et là aussi, les journées Mhm. sont différentes. Tu ne sais pas forcément quelle question la BCE va te poser. Donc, elle pose Mhm. des questions, tu cherches, tu réponds. Donc, voilà un peu mon travail en fonction de la période. Ça peut être plus de la modélisation, parfois ça peut être plus des réponses aux questions des entités auditrices, parfois c'est répondre aux obligations, aux recommandations qu'ils ont mis en place. Parfois, c'est plutôt de la BCE, répondre aux obligations de la BCE. Après, il y a aussi des petits sujets. Bon, les petits sujets, il y a souvent de temps en temps des tâches avec d'autres équipes, mais de façon ramassée, voilà à quoi ressemblent mes journées en Ah, fonction de la bien. période. C'est ça. Moi, j'adore ça parce que on ne s'ennuie pas. C'est moi, de tout ce que tu m'as raconté, tu nous as raconté, ce que je vois, c'est que tu ne t'ennuies jamais. J'imagine les journées où la BCE doit arriver, ça doit être comme un peu. Parce que, Tu ne parles pas, en fait. Tu les vois au couloir, il faut que tu te caches parce qu'ils exactement, tu es ils comme, peuvent te poser la question à tout moment. Donc, non, mais c'est intéressant et puis c'est un environnement qui est très, très, très sensible, réglementé. Même Mhm, les informations sont très, très, très réglementées. Qu'est-ce que tu publies? Parce qu'après, il y va vraiment de il y va vraiment de, comment appelle-t-on, de la performance de la banque, mais aussi sa de la réputation. capacité de la banque de pouvoir faire face à des risques comme la crise qu'on a connue il y a quelques années. On est Mhm, encore en période d'instabilité actuellement sur les marchés financiers. Donc, c'est des moments comme ça où on a besoin des gens comme Natacha pour aider la banque à voir clair dans comment octroyer les prêts et comment garder assez de coussins pour pouvoir faire face à d'éventuels retraits ou d'éventuelles demandes de clients et être en sécurité. oui. En fait, ce qui m'impressionne, c'est vraiment comment est-ce que tu arrives et tu exposes donc des éléments très complexes, mais aussi tu t'exposes aussi sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu ce petit challenge-là lorsque j'ai commencé la chaîne YouTube de me dire, est-ce que je veux me montrer ma face, de nature, je suis quelqu'un de vraiment très
très réservé, mais j'essaie vraiment de travailler sur ce volet-là pour être au naturel au maximum. Et quand je faisais mes podcasts, je cherchais, comme j'ai dit au début en entrée, c'est que je cherchais des femmes, Mhm. data scientists qui viennent inspirer d'autres femmes. Moi, j'aimerais savoir ton parcours en tant que femme. Je vois que tu travailles avec plein de départements réglementaires, métiers, IT, etc. Dans ton environnement en tant que femme noire, ici quand même au Canada, aux États-Unis, on en parle beaucoup de la place donc des femmes noires, de la diversité dans ce métier. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens comme sky is the limit? Tu te sens vraiment confortable et c'est ça qui te pousse maintenant à aller sur les réseaux sociaux, à dire, oh, moi, je partage, je m'ouvre un peu à tout le monde. Je veux comme avoir le retour de Natacha, femme noire, data scientist en France, dans le domaine bancaire, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe au fait dans ce beau cocktail-là? Ah, femme noire, data scientist. En fait, moi, je vois pas trop la différence. Comment dire ça? C'est ma nature, je suis noire, je suis une femme. Mais lorsque je Mhm. travaille, comment, disons, pour moi, sky is the limit, en fait. Super. Vraiment, ma propre limite, c'est moi-même, ce n'est pas les Mhm. autres. Le problème de racisme, c'est sûr que ça existe. Personnellement, je ne l'ai pas encore vécu, heureusement d'ailleurs. C'est sûr que ça existe. Le Mhm. jour où j'aurai un problème comme cela, je vais l'affronter tout simplement. Exactement. Parce que pour moi, si un environnement est toxique, moi non plus, je n'ai pas envie de travailler dans cet environnement-là, tu vois. Je veux travailler dans un environnement bienveillant, un environnement où on essaye d'avancer ensemble. Et c'est ça ma philosophie de vie. Donc, du coup, quand peu importe où je vais, peu importe qui il y a, je ne me définis pas. Je suis une femme noire, mais je ne me définis pas comme étant une femme noire. C'est pas. Bon, c'est une différence. Comment dire ça? Mais ce n'est pas un handicap, en fait. C'est ce que je veux dire. Exactement, En fait, exactement. quand peu importe ce que je veux faire, je ne me dis pas, ah non, je suis noire, peut-être ça va pas y aller. Non, pas du tout. Ah non, je suis une femme, peut-être je n'ai pas les compétences pour. Non, moi, ça n'a jamais été, du moins, depuis, ça n'a jamais été une question pour moi parce que moi, je pense que nous sommes, en tant qu'être humain, peu Mhm. importe le sexe, peu importe la race, on a cette faculté-là d'apprendre, peu importe ce qu'on veut, on a cette faculté Exactement. d'apprendre. Et du moment où je suis un être humain, j'ai un cerveau qui peut être entraîné. Pourquoi est-ce que je me dis, mais je suis une femme, je suis noire. Donc, quand je me mets sur LinkedIn, je ne me dis pas, ah, attention, tu es une femme noire. Non, je me dis, je suis Natacha Ndjongwa, femme Super. noire, oui. Et je veux partager aux autres ma passion pour la data science, mes connaissances en data science. C'est exactement la philosophie que j'ai, c'est le mindset que j'ai à chaque fois que je publie, à chaque publication. Donc, je suis sûre que le racisme, ça existe. Je ne vais pas dire ici que ça n'existe pas, ça c'est sûr. Mais dans ma vie de tous les jours, c'est Skype is the limit en fait. C'est vraiment ça. Super. C'est ça. Moi, ça répond vraiment à la réponse. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'il faut vraiment voir le monde. Il faut voir le monde comme étant un village et ne pas se donner des limites, ne pas se donner, ne pas voir toujours, je sais pas, la différence qu'il y a entre nous par rapport aux gens. Mais quand vous êtes expert, point à la ligne. Il n'y a pas vraiment d'aller chercher où est-ce que moi, je suis noir, je suis... Comme tu as dit, la discrimination existe, mais je pense qu'il faut être positif et ne pas passer son temps en fait là-dessus et d'apporter au fait ce qu'il y a de positif. Ouais. Et je partage entièrement ton avis. Et puis, je veux que toutes les jeunes filles qui vont écouter cette vidéo-là comprennent ça. Tous les jeunes garçons jeunes garçons qui vont écouter ce message comprennent que on a tous un cerveau. Il n'y a pas de femme, homme, nanana. Moi, j'apprends beaucoup sur la chaîne de Natacha, sincèrement. Donc, et je ne la vois pas femme, nanana. Je vois une experte qui nous explique les métiers, nous explique les informations, les sujets sur la statistique, sur les différents métiers qui tournent autour de la donnée et qui a envie de partager, qui a envie donc de vulgariser son métier, vulgariser ton domaine. Je sais que tu Ouais. es mentor. Ouais. Ah, bah, je vais quand même rebondir sur le point avant de Oui, parler vas-y, commentaire. vas-y, vas-y, je te Non, laisse rebondir. je crois que j'ai oublié ce que je vais dire, mais globalement, en fait, Ah, on parle de discrimination, On est d'accord, ouais, c'est un handicap.
idéalement, s'il n'y avait pas cette discrimination, le monde ne serait pas fait. Mais Mm. malheureusement, le monde n'est pas parfait. Et c'est à Non, nous de construire, en fait, notre monde parfait. l'idéal. Ouais. Ça veut dire que si je suis dans un environnement où il y a de la discrimination, parce que ce sont les autres, en fait, qui sont des... Je vais utiliser un mauvais terme là, qui sont des cons. Ils ne comprennent pas encore c'est quoi la vie. Donc, moi, Mm. je ne suis pas... Comment dire ça? Je ne fonctionne pas de la même manière, du coup. Je fonctionne comme je suis et basta. Je suis vraiment... C'est moi, en fait, à chaque fois, je suis responsable de ce que je suis. Bon, et Exactement. c'est pas à cause de... d'X ou... C'est clair que s'il n'y a pas ça, ça accélère les choses, mais on vit avec. C'est tout. On est maître. Vous devez être maître de votre destin. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça un peu le Le message, c'est message. que nul n'est maître de votre destin. À un moment donné, il faut vraiment prendre son courage à deux mains et puis se prendre en charge et prendre sa place entièrement. C'est parce que la place, il y a la place à prendre. Il ne faut pas être timide. Comme on a dit, est-ce que je suis un gourou? Est-ce que je suis sûr que si vous êtes bon en Excel, quelque part dans votre quartier, il doit y avoir des jeunes enfants, étudiants, lycéens, à qui vous pouvez partager cette connaissance-là de Excel. Si vous, je sais pas, vous savez programmer, vous pouvez rassembler des jeunes de votre quartier, leur enseigner le peu que vous avez appris en programmation et ça va faire partir des jeunes développeurs dans votre quartier. Donc, il n'y a Exactement. pas de limite, c'est mental. En plus, avec la technologie de nos jours, on a des chaînes YouTube comme le coin stade de Natacha où on n'a même pas besoin d'aller à l'école forcément. Oui, il faut aller à l'école, bien sûr, mais l'information est disponible. Moi, je dis ça à chaque fois là. Si vous n'avez pas les moyens de faire de grandes études à l'étranger, etc., il y a de l'information pour vous former, pour pouvoir avoir la connaissance dont vous avez besoin. Il faut juste Oui, chercher. Donc, je voulais exactement. revenir un peu sur ton mentorat. Tu es chargé de TD. Tu es aussi mentor auprès de Open Classroom. Tu as une chaîne YouTube. Tu travailles toute la journée. Tu fais des montagnités, etc. Alors, comment t'es venue cette idée-là de devenir mentor au niveau de Open Classroom en même temps, comment t'es venue ces opportunités-là d'être chargé de t'aider à l'INSEA et qu'est-ce que tu enseignes? Ouais. Euh, Bon, peut-être on peut commencer par Open Classroom. Pourquoi Open Classroom? En fait, Open Classroom, c'est une plateforme publicité, bien sûr. C'est une plateforme qui forme des personnes qui sont en reconversion professionnelle dans les métiers de la data, data analyst, data scientist, data engineer, ingénieur machine learning. Donc, c'est ça. Et c'est le cœur de mes compétences. Donc, sur cette plateforme, j'accompagne des personnes qui veulent faire le même métier que moi. Donc, on fait des réunions, je les encourage, je leur partage mon expérience, qu'ils ont des questions, je réponds. Bref, c'est vraiment du mentorat, quoi. Accompagner les jeunes, accompagner, les à montrer ce qu'on peut faire en tant que data scientist. Pourquoi le mentorat? Parce que moi, j'aime partager, tout simplement, aider les autres. En fait, c'est important, je pense que c'est important à son petit niveau, d'aider d'autres mhm. personnes à partager ce qu'on connaît aux autres pour pouvoir faire grandir la société de façon globale. Est-ce Maintenant, qu'il y a un moyen, je vais juste, je sais que tu vas passer sur chargé de TD, mais Open Classroom, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir te chercher, ou bien comment ça se passe concrètement sur Open Classroom? en Est-ce que fait, c'est des gens qui s'inscrivent? Est-ce que c'est des gens qui vont chercher Natacha? Ou comment concrètement ça se passe? Moi, je ne connais pas. C'est pourquoi je pose la euh, question. en gros, c'est une école en ligne. OK. Ça doit être la première école en ligne en France. Globalement, il y a quelqu'un comme toi et moi, on veut faire une formation data scientist. On va chez Open Classroom, on paye la formation, c'est payant. Ici en France, il y a les mécanismes de financement, bien sûr. On paye sa formation et tu as accès à toute la formation avec des projets. Chaque semaine, tu as un mentor comme moi qui te suit dans ta formation, en fait. Donc, c'est Open Classroom, c'est une école et moi, je suis un mentor parmi, ils ont beaucoup de mentors, parmi OK. le nombre de mentors. Donc, c'est comme ça que ça se passe, en fait. OK, ben, c'est intéressant. Ben, moi, si une plateforme comme ça te sollicite pour être mentor, c'est que vraiment, ils cherchent la qualité. Donc, c'est même pas pour faire la publicité. Là, moi, je suis du genre vraiment à partager. Si Natacha est sur la plateforme, c'est qu'il y a que du bon là-dessus. Donc, si vous êtes intéressé, allez regarder un peu la plateforme. Je gagne pas de l'argent, mais bon, c'est vraiment du partage, je pense, avant tout. Hein. Il faut partager au maximum les tools, les outils qui existent pour que les gens puissent au maximum se développer.
Donc, Mhm. je te laisse aborder la deuxième partie. Désolé de t'avoir coupé. Non, non, c'est... Bon, l'ENSAI, c'est... En fait, je suis chargée d'études à l'ENSAI. C'est l'école dans laquelle j'ai fréquenté. Donc, en fait, globalement, lorsque tu finis les études, comme je disais, pour moi, je pense que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. Ouais. J'y crois et c'est pour ça que je l'applique. Donc, Mm. quand je suis sortie de l'école, je me suis dit, dans la routine de tous les jours, il y a des questions que tu ne te poses pas parce que tu deviens Mm. déjà opérationnel. Mm. Or, garder ce contact avec le monde étudiant, de faire rester à jour. Et surtout quand on a le métier de data, comme le métier de data qui évolue extrêmement vite, à une vitesse Mm. phénoménale. Donc, il faut toujours être d'actualité. Donc, aller à l'INSAI, voir comment ils enseignent, participer à cet enseignement-là me permet aussi d'être à jour sur le plan professionnel. Parce que, un exemple, c'est un data scientist. Il y a 10 ans, je ne sais pas si on parlait autant de data scientist, non. Non. Il y a 10 ans, on ne parlait pas trop de Python. Donc, mais Mm. aujourd'hui, tu vois, ça devient la mode. Et si tu te déconnectes en fait de ce monde, et que tu n'as pas d'autres moyens pour pouvoir être informé, tu peux très rapidement être obsolète sur le plan professionnel. Donc, c'est un Mm. moyen pour moi d'être toujours à jour en fait, sur les technologies, connaître des nouvelles façons d'enseigner et partager, bien évidemment, aider d'autres étudiants à avoir le diplôme que tu as eu il y a quelques années. Donc, c'est ça. C'est ça, Charlotte à l'INSAI. Mais c'est super, vraiment. Et je vais me répéter, mais ce que je fais là, YouTube, te parler, et mes cours que je fais en ligne, moi, au fait, ça me pousse aussi à chercher. Et moi aussi, j'ai compris ce secret-là. J'ai compris qu'au fait, quand tu es dans le monde professionnel, c'est vrai, c'est pas routinier, mais en fait, il y a des angles morts que forcément tu n'as pas la capacité de regarder si tu es vraiment que dans le monde professionnel. Alors que moi, par exemple, je donne des cours à des étudiants aussi en Afrique, à Lomé, précisément, mon pays d'origine au Togo. Mhm. Les étudiants me posent des questions des fois qui me challengent. C'est-à-dire que tu es en classe, tu viens, monsieur. C'est pourquoi, en fait, j'ai cette humilité vraiment au début de chaque cours de dire que je n'ai pas la science infuse et la connaissance de même le sujet que je vais vous partager là. Il y a quelque chose de nouveau que vous allez voir sur les réseaux sociaux ou sur Google que moi, je n'ai pas eu. Donc, j'ai eu un étudiant comme ça qui m'a posé une question. Je fais une parenthèse. Et j'ai eu au fait l'ego du professeur de répondre en ne sachant pas la réponse. C'est vraiment, je l'ai fait et puis après, moi-même, je me suis dit, mais là, c'est pas sûr que c'est la bonne réponse, tu vois. Ouais. Et après, j'ai fini le cours et je suis retourné un peu, c'est pour en même temps te donner une petite pause là, je suis retourné à la maison et puis j'ai recherché et puis ce que j'avais dit était complètement faux. C'était pas vrai du tout. C'était une nouvelle technologie dont il parlait et puis je savais pas vraiment comment ça fonctionne. Et puis c'est la prochaine séance, je me suis vraiment excusé. Et c'est de là que j'ai compris qu'au fait, le domaine dans lequel on évolue, on travaille, en fait, évolue tellement que il faut avoir cette humilité-là d'être proche, de se renseigner, de se documenter tous les jours, d'essayer de se mettre à jour. Parce que si tu restes dans ta zone de confort où tu travailles, oui, tu deviens directeur, VP, etc., tu seras tellement largué par des jeunes qui sont à jour avec les nouvelles technologies. Donc, je suis 100%, je répète encore une fois, là, chargé de t'aider. C'est aussi une stratégie pour soi-même s'apprendre. Et je ne sais pas si tu veux compléter. Non, je pense que Non? là, je partage le même point de vue que toi. Donc, il y Ouais. a Mais cet aspect bénévolat et aussi cet aspect personnel où tu grandis avec, en même temps que les étudiants. C'est ça. exactement, exactement. Et je voulais savoir, en fait, dans ton parcours, bien dans ton travail de tous les jours, quels sont les plus grands challenges que tu rencontres euh, au jour le jour dans ton travail ou même peut-être dans l'enseignement, mais dans le milieu professionnel? Le plus grand challenge que tu trouves? Plus grand challenge, là, comme ça. Bon, sur un plan technique, je pense que tout le monde le sait, en fait. Dans le monde de la Mhm. data, notre travail, c'est d'analyser, de ressortir l'information pertinente dans les données, comme je le disais. Mhm. Mais sauf que ce que j'ai l'habitude de dire, j'aime bien dire, c'est que les données ne sont pas données.
Hmm. Répète-moi, répète-moi. J'ai dit, les données ne sont pas données. C'est pas, Les les données ne données, sont pas données. Ah, j'avais jamais entendu celle-là. Elle est bonne. Elle est très, très bonne. Ouais. les données ne sont carrément pas données. Donc, le défi aujourd'hui, c'est ça. Comment évoluer dans cet environnement où euh, il faut que tu produises un modèle de qualité et aussi derrière les données, parfois c'est difficile à obtenir. Donc, c'est une partie du travail. Disons, c'est dans le travail au quotidien, ça peut être cette partie-là, le challenge, en fait, réussir à. Parce que comme on dit toujours, garbage in, garbage out. Exact. Si tu donnes à ton modèle des données qui ne sont pas de très bonne qualité, bah, tu ne produis rien. Et Exactement. voilà le premier challenge. Maintenant, quelque chose qui est propre à mon métier, c'est même pas un challenge, peut-être c'est une petite frustration, c'est pas un challenge. C'est que comme c'est un secteur qui est très réglementé, disons que développer un modèle, ça prend quand même un peu de temps, tu vois. Il faut des années, Bref, ça prend beaucoup de temps. Donc, parce il y a beaucoup d'interlocuteurs qui doivent valider la décision, il y a beaucoup de validation. Donc, disons que ce n'est pas un challenge en soi, mais ça, ça fait en sorte que tu peux parfois ressentir que les choses n'avancent pas vite, tu vois. Donc, disons, c'est Hmm. ça les deux principaux points qui sont Ouais. sur mon métier au quotidien. Ça fait du sens, hein. Les données ne sont pas données. Je confirme avec toi concrètement que ce qu'on peut-être on voit peut-être à l'école ou bien sur YouTube où les données sont clean, tu prends la donnée ou bien tu vas sur Kaggle, la donnée est déjà clean, les colonnes sont là, tout est Rempli. parfait, il n'y a pas de manquant, il n'y a pas de décalage. Tu roules ton modèle, ta performance, elle est parfaite, 80%, ouf, tu déploies ton affaire. C'est sûr que c'est pas comme ça dans la réalité. Et je me rappelle plus du ratio. Et c'était aussi un des intervenants à un podcast qui m'en avait parlé. C'est le pourcentage au fait des modèles qui sont déployés par rapport à ceux qui sont développés. C'est très, Ah, très, très bas. c'est C'est-à-dire très que, faible. Vraiment, exactement, très, 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 très faible. Parfois, tu fais un c'est- modèle, mais il ne va jamais en production. En fait, ça fait partie du métier, en fait. Tu exact. fais un modèle, il ne va pas en production parce qu'il y a tel problème, tu recommences, etc. Ça. Disons que s'il faut mettre c'est pas forcément un point négatif, mais un point qui peut frustrer au départ, c'est ça. C'est le fait que les données ne sont pas données et il faut du temps pour pouvoir déployer. Rares sont ceux qui ont réussi cet espace de déployer les modèles Ouais, en ouais. Non, production. non, non, mais j'ai évolué dans le domaine bancaire hein, aussi avant d'aller dans le conseil. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, euh, que les modèles souvent peuvent dormir. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment partager aussi avec l'auditoire, que c'est normal. Ouais, C'est sûr que quand vous commencez votre carrière dans le domaine et que vous êtes vraiment très excité, vous avez toutes vos compétences techniques et connaissances, vous avez envie de tout vous avez casser. votre modèle à performance et tout, et tout, et tout. Mais le métier est là pour vous dire, non, moi, ton modèle, il est performant, mais il ne fait pas de sens pour le métier concrètement. C'est-à-dire que et c'est des discussions à avoir, et généralement, votre modèle peut dormir dans votre ordinateur ou vos modèles, et c'est normal. Pas, ça ne va pas faire que vous allez perdre votre boulot, ça ne va pas faire que les gens vont vous juger comme quoi vous êtes nul, etc. Mais c'est la preuve comme quoi, en fait, dans ce travail-là de modélisation, de data scientist, ce n'est pas juste le modèle qui compte. Ah, C'est tout ce qui vient autour aussi qui compte. C'est est-ce que la technologie pour déployer le modèle existe dans la compagnie où vous êtes. Ça peut être aussi un frein. Ça peut être aussi le fait que le métier trouve peut-être le modèle pour le moment trop risqué. Donc, c'est important de ne pas être, c'est frustrant, mais de ne pas le prendre vraiment très, très mal parce que ça ouais. arrive souvent. J'ai beaucoup de retours comme ça. Et aussi, le métier de data scientist, ce n'est pas que faire des modèles. En fait, tu ne vas pas passer Exactement. 100% de ton temps à faire un modèle. Si tu fais, il y a le business, il y a le modèle. Donc, il faut que les deux se rencontrent, en fait. Il faut que les deux soient en accord. Il faut penser, il faut penser business parce que avant tout, on est là pour, si tu es en marketing, tu es là pour que l'entreprise puisse proposer des produits pertinents à ses clients, par exemple. Donc, tu ne vas pas venir faire un modèle comme ça alors que il y a pas, ça ne sert pas forcément à répondre à un problème business. Donc,
il faut un peu se détacher, pas se détacher, c'est bien notre côté technique. Moi, j'aime la technicité, mais apprendre davantage le business. Et Exactement. c'est ça le challenge, généralement. C'est ça. Exactement. Comprendre le business model, comprendre comment est-ce que, parce qu'au fait, la personne qui vous a engagé veut faire de l'argent. Comme tout entrepreneur, on veut faire de l'argent. Donc, comprendre comment est-ce que cette entreprise fait de l'argent. Donc, ça permet de comprendre le business model, comprendre les procédures, comprendre les interventions, le profil de client. Donc, prendre le temps aussi en plus de vos compétences techniques, d'aller chercher aussi ce volet métier. Si vous êtes dans le domaine bancaire, si vous êtes dans le domaine du conseil, par exemple, vous allez changer de domaine comme bon vous semble. Donc, c'est plus challengeant. Vous allez dans le télécom aujourd'hui, demain, vous êtes dans la finance, etc. Mais c'est toujours intéressant. On apprend. On ne finit pas d'apprendre. Et moi j'aimerais poser une question à Natacha de savoir comment tu te vois, comment tu te projettes, c'est quoi tes ambitions? C'est une question surprise que je ne savais pas, mais je voulais comme savoir comment tu te projettes dans ce domaine-là. Euh, Tu peux te projeter comme ne pas te projeter. C'est juste une question comme ça que je place. Donc, Comment je vous projette? En fait, là, comment moi je vois, c'est globalement, actuellement, je suis en train, dans la phase d'apprentissage, on va dire, la phase de découverte de l'entreprise, donc gagner de l'expérience davantage. Mais je pense quand même qu'après avoir magasiné pas mal d'expérience, moi, je me vois plus, il faut transmettre, en fait, dans la phase de transmission. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai déjà commencé à transmettre à transmettre ce que je connais. Donc voilà, c'est évoluer dans les postes avec un peu plus de responsabilité managériale. C'est ça l'évolution. Et sur le plan pas personnel, continuer à faire grandir la chaîne YouTube, continuer à faire publier sur LinkedIn pour pouvoir aider davantage de personnes. Donc, c'est comme ça que je me vois tout simplement. Continuer à être cette Natacha dans une entreprise et aussi avoir cette vie euh, sur les réseaux sociaux. Je partage mes connaissances, j'aide davantage de personnes à s'intéresser au métier de la data, qui est très intéressant d'ailleurs. Donc, voilà, exactement. c'est ça. C'est ça. Ben, c'est magnifique. Je pense que tu serais vraiment ben, tu l'es déjà dans le partage que tu fais en tant que mentor, en tant que chargé. Donc, c'est naturellement, en fait, que tu as déjà ces compétences-là de pouvoir accompagner les gens, de pouvoir transmettre la connaissance aussi, conseiller. Donc, moi, le thème manager, oui, comme gestionnaire, mais je le prends toujours sur le plan de conseiller. C'est toujours dans cette optique-là que moi, je travaille, comment conseiller. Et puis en même temps, quand tu conseilles, tu vas apprendre aussi des gens à qui tu procures des conseils. Donc, je te le souhaite vraiment. Là, HSBC n'a qu'à rapidement faire quelque chose pour que ça se réalise. Je leur passe un coucou pour tout ce qui te permet donc de te réaliser aussi comme personne. Donc, euh, je voulais savoir, est-ce que tu as des gens qui t'inspirent? Ça, c'est une question que je pose souvent à mes invités pour savoir d'où ils tirent leur inspiration. Parce que moi aussi, j'ai des gens qui m'inspirent. Et je suis toujours curieux de savoir parce que en fonction de la réponse, je sais un peu le profil de mon invité. Mais en même temps, en fait, c'est aussi pour partager aussi à la communauté ces inspirations pour qu'ils puissent aller regarder ces personnes, peut-être qu'ils ne les connaissent pas. Euh, donc, voilà. Est-ce que tu as des inspirations, des gens qui t'inspirent personnellement, professionnellement? Déjà, sur le plan de la vulgarisation, celui qui m'inspire le plus, je pense que tout le monde le connaît, ceux qui aiment les stats, c'est Josh Stammer. Il a créé la chaîne StatsQuest. Mhm. Franchement, c'est une chaîne que j'adore. Pourquoi? Parce que, un, les vidéos sont de très bonne qualité, sont très bien vulgarisées. Et aussi, il Mhm. a apporté cette touche personnelle là où il fait des petits sons qui rendent un peu l'apprentissage unique. Ça, c'est le Fun. premier côté fun, voilà. Et le point qui m'a marqué sur lui, c'est que il est très présent pour sa communauté. À chaque Mhm. fois, il est vraiment, comment dire ça? Il est vraiment présent, il se donne à fond. Et c'est ce côté-là que j'admire. Non seulement il fait un travail de qualité et cette humilité qu'il a. Franchement, je donne un coup de... Du moins, j'essaye au moins de
Il m'inspire véritablement. Maintenant, d'un point de vue professionnel, c'est toujours quelqu'un qui partage aussi sur les réseaux sociaux. C'est Casey Kozyrokov. Elle est sur Google. Elle partage beaucoup sur Medium. C'est tout ça. En fait, elle a un poste de manager sur Google, mais elle a cette capacité-là de transmettre facilement les notions de statistiques, tu vois. Donc, ça, ce sont des trucs qui me parlent, qui me poussent aussi. Je- je- les deux noms que tu m'as donnés, je ne les connais pas. Ah, Donc, tu les connais pas? permets-moi d'aller les chercher. Donc, sur YouTube, comment tu l'appelles? Tape StatQuest. Et tape Pardon? StatQuest. 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 Ah, tu ne connais pas StatQuest? Ah, ça, Non, 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 non. Just Stava. c'est le dieu des statistiques. Ah, le Dieu même. OK. Non, j'ai vu ça. Mais disons qu'en termes de stats, c'est vraiment la référence sur YouTube. Hmm. Bon, vous savez quoi faire, hein? Vous savez quoi faire. Si Natacha dit que c'est le Dieu, live, je m'abonne là. Live, je m'abonne. Je vais aller regarder. Merci beaucoup. Tu vois, c'est pour ça que je pose la question à chaque fois. Et puis la deuxième personne, C'est Casey Kozyrokov. Elle est sur YouTube aussi. YouTube aussi. OK. Ouais. Ah, tu vois, il faut aller sur YouTube, les gars. Il y a tout sur Donc, YouTube. Il y a tout il sur y a tout, Casey. je te jure, il y a tout, 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 tout. Donc, comment il s'appelle? C-A-S, c'est une dame. C-A-S-S-I, C-A-S-S-I. espace. Non, il y a E à la fin. Ouais. K, c'est ça le premier nom que tu vois. Cassie. Cassie, c'est Cassie, ouais, c'est Cassie. Tu dis Cassie. Francisca. Elle Et aussi, elle parle de quoi? c'est aussi de la statistique de ce machine learning. Elle vulgarise. Bon, en fait, StatQuest met en avant le côté technique. Il met des équations, il explique toute la théorie. Elle ne met pas d'équations dans ses vidéos. Elle va essayer d'expliquer de façon simple. C'est quoi être statisticien? C'est quoi la data science? C'est quoi l'approche bayésienne? Donc, vous allez voir les vidéos. Franchement, c'est de très, très bonne qualité. J'aime beaucoup. Ben, écoute, est-ce qu'il y a d'autres personnes ou Bon, c'est là, vraiment... bon, il y en a beaucoup, mais là, ce sont les principaux. Il y en a comme ça. Il y a la statistique expliquée à mon chat, qui est une belle chaîne YouTube aussi, si tu veux. Ça, c'est au OK. Canada. Tu me partageras tous ces liens. Je vais les mettre en bas de la vidéo YouTube. Et puis, je pense que le plus important aussi, c'est vraiment d'aller sur le coin Stats, d'aller vous abonner, d'aller regarder les vidéos. Je pense il faut aller regarder les vidéos. Il faut aller vraiment euh, voir comment est-ce que Natacha vous explique l'intelligence artificielle. On n'en a pas parlé. Le machine learning, on n'en a pas parlé. Donc, vous avez l'occasion d'aller voir comment est-ce qu'elle rend ces sujets qui sont très, très, très complexes, les rend accessibles à tout le monde. Et elle aussi ramène aussi des invités sur sa chaîne, donc des gens qui viennent partager leur expérience, data ingénieur, lead data scientist. Donc, il y a des métiers peut-être que vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir donc, sur la chaîne de Natacha. Et aussi, allez vous connecter. Je veux au maximum que vous allez vous connecter avec elle sur LinkedIn pour pouvoir lui donner la force pour ses publications parce qu'elle publie 3 fois, c'est ça par semaine, hein, 3 fois, Au moins 3 à au 5 fois moins, par semaine. Au moins 3. exactement, au moins 3 fois, 4 fois par semaine. Et il y a de l'engouement, il y a des discussions en bas de ces posts. Il y a des gens qui disent, ah, mais je savais, nanana. Donc, allez vraiment lui donner de la force. Moi, c'est une personne que je suis vraiment de très près et je suis très, très content de l'avoir donc, sur la chaîne aujourd'hui. Et Natacha, j'aimerais te demander si il y a un jeune quelque part à Yaoundé ou à Douala ou à Paris ou à Montréal, à New York, à Dakar ou à Lomé qui te regarde euh, et qui a envie d'aller dans ce monde-là de métier de DERA. Quel conseil tu pourrais comme partager avec ce jeune-là qui te regarde attentivement?
Ben, déjà, le conseil que je donne en général, c'est le même pour tout le monde. Peu importe ce que tu veux faire dans la vie, c'est de travailler. On a no pain, no gain, comme on dit souvent. Mhm. Euh, plus, tu- En fait, rien, moi, je suis de ceux qui pensent que il n'y a pas que de l'inné, du moins. On peut tout apprendre. Rien n'est difficile. Tout peut s'apprendre. Il suffit juste de donner un peu d'effort. Moi, le conseil que je me serais donné quand j'étais étudiant, c'est ne fais pas des choses à la dernière minute. Il faut lire des cours au jour le jour, bosser au jour le jour. Donc, c'est vraiment ça que je veux donner comme conseil. Et le deuxième conseil, qui pour moi est très important, c'est de lire les livres. Il faut lire, il faut lire parce qu'en général, moi, j'ai connu ça très tard. J'ai commencé à Moi lire aussi. un Moi peu, aussi. j'ai commencé à lire, ça fait peut-être 3 ans. Donc, Mhm. je pense que beaucoup de personnes ne savent pas la puissance de la lecture. Si vous voulez être data scientist, prenez des livres des personnes qui sont data scientists comme vous. Parce que dans le livre, tu vois, quelqu'un a 50 ans, il fait un livre, il résume 50 années de sa vie. Vous voyez un peu la puissance, ce que vous pouvez apprendre à travers ce livre. Donc, je dirais travailler, soyez curieux, intéressez-vous de plus en plus au sujet qui vous passionne et je pense que tout le monde va y arriver, en fait, c'est tout. Et il faut avoir confiance en soi. Ben, mais vraiment, merci beaucoup, Natacha. Vous êtes donc maître de votre destin, de travailler fort, la lecture, la lecture, beaucoup de lecture, je confirme. N'hésitez pas à acheter même les livres papier, tenir même le livre, l'expérience de la lecture concrètement, Ouais. l'investissement même que vous mettez dans le livre. Je pense que c'est un secret que Natacha est en train de vous partager ici et je vous le recommande vivement de suivre parce que même moi-même, j'ai connu la lecture très tard Très et je me tard, suis quoi. dit, exact, très tard, Bon, je pense, pareil, il y a 3 ans que vraiment j'ai commencé par aussi lire et je ne sais pas si c'est l'environnement en Afrique, mais concrètement autour de moi, je ne voyais pas des gens qui lisaient. Donc, je pense que c'est aussi ça aussi qui fait que on ne s'intéresse pas à ça ou on n'est pas stimulé aussi vers ces genres de c'est de c'est en même temps de l'apprentissage, mais le loisir aussi. Et moi, je me rappelais à l'école, au lycée ou au collège, on me faisait lire des livres de français en classe de français. C'était les cours les plus où on s'ennuyait le plus, où on voulait juste sortir de la classe, alors qu'il y a tellement de secrets, et surtout les livres en anglais. C'est vraiment important. J'ai beaucoup parlé de Kojo English, qui est aussi très bon. Un frère togolais aussi qui fait des cours en anglais. Il y a de belles créations en anglais, des livres qui parlent de data scientist. Que si tu veux recommander des livres aussi, Natacha, n'hésite pas, je partagerai en bas de LinkedIn. Est-ce qu'il y a un livre en particulier que tu recommanderais? bon, en termes de livres, je n'ai pas de livre en particulier parce que je pense que tous les livres sont. Justement, Josh Tamer dont je parlais, il a créé un livre sur le machine learning. Il explique les bases du machine learning. J'ai acheté récemment. Il est très bien. Mais après, je n'ai pas de livre phare que je vais recommander qu'il faut absolument acheter parce que le rapport à la lecture est un peu personnel et un auteur peut me plaire, ça ne te plaît pas. Du coup, je dirais, si tu cherches quelque chose, tape sur Internet, tu vas trouver beaucoup de ressources qui sont intéressantes et voilà quoi. C'est ça. Super, super. Mais encore une fois, Natacha, j'espère que tu as pris du plaisir pendant 7 heures de partage. J'espère aussi que vous qui allez regarder la vidéo, vous allez apprendre. Et je te remercie vraiment beaucoup. Je pense que ça ne va pas être la première. Je pense que même sur ta chaîne, si tu veux, on peut se faire des choses. Je sais que tu fais des lives. On peut essayer de mettre nos communautés ensemble, essayer de faire quelque chose. Canada, France, donner encore plus de visibilité à ce travail-là Ouais. et créer vraiment un très bon réseau très connecté autour de nous pour pouvoir partager euh, comment est-ce que je veux dire, notre passion pour ce métier, notre passion pour l'enseignement, pour le partage et l'éducation. Donc, Ah, chez moi, au Togo, on dit Akpi Kaka, ça veut dire merci beaucoup. ah, Merci. c'était vraiment un plaisir. C'est toujours un plaisir de partager. J'espère vraiment que ça va aider les personnes qui nous écoutent. Donc, pour moi, c'était vraiment un plaisir de
d'échanger, déjà de te connaître. Pas grâce à YouTube, on se connaît aujourd'hui. Donc, c'est génial. Eh ben, j'espère que si jamais tu viens à Montréal et que si je viens à Paris, on pourra vraiment se voir, prendre un café et puis peut-être même faire encore une autre vidéo avec, En live, ouais. en live avec les abonnés. Je pense que ça va être super. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup et puis au plaisir. N'oubliez pas, je me répète encore une fois, allez vous abonner à la chaîne donc, de Natacha. Je vais mettre les liens en bas de cette vidéo. Allez vous connecter avec elle aussi sur LinkedIn. Allez vous connecter avec elle sur LinkedIn et vous allez voir ses publications qu'elle fait au jour le jour. C'est vraiment très, très, très intéressant et puis il y a beaucoup de retours qui sont positifs. Donc, sur ce, je vous remercie encore une fois et Merci. ciao, ciao, que Dieu vous bénisse. Ciao, Allez, ciao, ciao. ciao. Yeah. Bye. Bye.